En direct à LCN. Le président de la Chambre des communes était compté. Il a finalement annoncé à 14 heures au Parlement qu'il quittait son siège après avoir été lâché par tous les partis en Chambre, dont le sien propre. Reste qu'on se demande si Justin Trudeau a pris les bonnes décisions et qu'est-ce qui doit suivre. C'est la joute des analystes qui commence. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, hier, les libéraux se satisfaisaient des excuses. Aujourd'hui, il fallait qu'il quitte son siège. Un extrait du discours d'Anthony Rota. It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. I accept full responsibility for my actions. Ça n'a pas été un peu long, Mario, avant de voir la lumière? C'est pas énormément long, 24 heures. C'est plus qu'on est habitué de la machine libérale. Parce qu'hier, le NPD a été le premier. Là, tout de suite, hier matin, le NPD a dit qu'il doit quitter. Il y avait le bon raisonnement, le bon réflexe. Le Bloc, pas longtemps après. On est habitué à la machine libérale. Puis on l'a dit et redit si souvent. Là, des gens de réflexe politiques, durs à battre aux élections, qui voient venir le train, qui se trompent pas sur le premier réflexe. Et c'est ça qu'on retrouve plus là, depuis quelques mois dans l'entourage de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, on a fini par faire la bonne chose, comme obligé, là, amené par les événements, par les partis d'opposition dans une espèce d'entonnoir où il restait pas d'autre choix. Mais hier, le premier réflexe, faut se souvenir de ça, le premier réflexe de la machine libérale, plutôt que de demander au président de quitter, ce qui apparaissait absolument nécessaire, ça a été de dire, non, on va aller effacer des minutes de la Chambre des communes, là, des transcripts de la Chambre des communes, ces moments, ces quelques minutes qui ont mal paru la semaine passée. C'est le premier réflexe, et c'est ce que j'appelle une machine qui a pu l'espèce de vivacité d'esprit de dire, regarde, là, le train s'en vient de là, alors pas nous mettre sur le rail, voici ce qu'il faut faire. Premier réflexe, un instinct sûr. Là. Cette machine-là libérale, Emmanuel, elle n'a jamais laissé traîner des dossiers dans le passé, non? Bien, c'est la mauvaise habitude de laisser traîner des dossiers, mais celui-là est particulièrement grave, Sophie. On parle beaucoup, nous, de l'impact sur le président Zelensky, la communauté juive, mais on ne peut pas sous-estimer l'impact international. Là. Je veux dire, en Pologne, on est collé au plafond de cette histoire-là. C'est récupéré dans la campagne électorale à des fins partisanes. Il y a un ministre qui demande qu'on extrade M. Juncker. Ouais. Pourquoi? Parce que cette unité-là a tué des enfants, des femmes dans plusieurs villages. Il doit avoir la même réaction en Slovénie, en Slovaquie. Alors, à un moment donné, si le Canada ne veut pas passer pour un pays d'ignare qui ne connaît pas les fondements des moments les plus tragiques du 20e siècle, il va falloir que M. Trudeau, puis pas parce que c'est sa faute personnelle, là, comme le dit M. Blanchette, mais parce que c'est lui qui parle pour le Canada, présente une forme d'excuse et des excuses large et adéquate, surtout. C'est ça, Paul. Cette démission-là ne répare pas tout. Là. Il faut aller plus loin. Là. Puis de la part de M. Trudeau, on attend des gestes clairs à l'égard des Ukrainiens ou de la communauté juive. Plusieurs se posent la question. Si, il y a 2 semaines, M. Trudeau a jugé que c'est lui qui, solennellement, devait, en Chambre, annoncer l'histoire que l'on sait concernant l'Inde et l'assassinat qui aurait été commandé en territoire canadien, comment se fait-il que le même raisonnement ne s'applique pas dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle? Emmanuel et Mario le soulignent, la crise, elle est internationale. Ce soir, d'ailleurs, là, je reçois à l'émission Le Bilan Bob Ray, l'ambassadeur du Canada aux Nations unies, qui va nous parler un peu de ce qui se dit de tout ça, lui-même qui est de religion juive, de confession juive. Ce qui se dit tout ça, et c'est absolument désastreux. Donc, comment se fait-il que M. Trudeau n'ait pas solennellement, au nom du haut de sa fonction, mais au nom du gouvernement, du Parlement, mais aussi du Canada, pourquoi il ne s'est pas excusé à M. Zelensky, d'abord, au premier chef, là, parce que M. Zelensky, d'origine juive, a applaudi un soldat nazi juste à y penser, c'est incroyable, sans parler, évidemment, des conséquences sur l'image du Canada et le jeu que ça fait pour les Russes. Et Mario, M. Trudeau, qui n'était pas là aujourd'hui, on sait qu'il y avait quelque chose à l'agenda, mais cette crise-là ne justifiait pas une modification d'urgence, là? Ben, d'autant plus que ce que je comprends, c'est que c'était à Ottawa. Je dois dire, je me garde une réserve là-dessus. Moi, c'était à Toronto? C'est à Toronto. Moi, j'ai été habitué. Moi, j'étais habitué à l'Assemblée nationale qu'on était plus... Le premier ministre s'absentait, des fois, il y avait des événements, on le comprend, des fois, il n'est pas à Québec, il est à Montréal, mais on exigeait une présence plus soutenue du premier ministre. Il semble que c'est géré de façon un peu plus laxiste à Ottawa, mais c'est certain que c'est étonnant. Là. Les 2 jours qu'on vient de vivre, l'importance des discussions, tout le pays est tourné vers la Chambre... D'abord, tout le pays regarde vers la Chambre des communes.
puis le premier ministre n'est pas là. Il s'est pas présenté à la période de questions. D'ailleurs, on sent que M. Poilievre transgresse même le règlement parce que c'est interdit là, de souligner l'absence d'un député. Puis M. Poilievre le fait, sachant qu'il transgresse le règlement parce que ça commence à le fatiguer, là. Ouais. Mais ça promet pour demain, hein? Parce que techniquement, parce qu'il va être là. les mercredis, le premier ministre est en chambre et répond à toutes les questions. Ouais. Si, cela dit, Paul Célibéraux voulait effacer la trace de l'événement là, dans les procès-verbaux de la Chambre hier à Québec, le PQ a vu à ce qu'on l'inscrive dans les livres, cette motion là, pour que le Parlement à Québec se dissocie de ce qui s'est passé à Ottawa. Ben, écoutez, une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Bon, mais je pense qu'il faut le reconnaître. Là, objectivement, il n'y a pas un parlementaire sur la planète, mais particulièrement à Ottawa, qui est fier de ce qui s'est passé. Bon, la dissidence est enregistrée, mais Yves-François Blanchet, dans sa question aussi, soulevait un point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'homme en question s'est retrouvé dans les estrades? Est-ce que, oui, la GRC, est-ce que, oui, le cabinet du premier ministre ont vu la liste en question? On ne le sait pas de manière absolue. Thomas Mulcair, qui a été chef de l'opposition à Ottawa, lui affirme à l'ajoute que c'est clair que ce n'est que le président qui est en cause là-dedans, mais bon, il y aura sans doute une enquête interne. Mais cela étant dit, M. Blanchette soulignait un point. Si M. Trudeau, c'est pas de sa faute sur la présence de ce soldat nazi, sa responsabilité, c'est d'être là pour réparer les pots cassés. Cela dit, ça fait comme 3 fois dans l'histoire là, que ça arrive. Hein? Il y a eu Jeanne Sauvé, il y a eu James, au 19e siècle, là, James David Edgar. Donc, 3e fois qu'on perd ainsi, mais d'une façon très différente, puisqu'il a démissionné dans la controverse, un président de la Chambre. Bien, ça va être intéressant, Paul, d'entendre M. Ray ce soir au bilan. Maintenant, après la pause, une RPA privée de Québec a fait l'acquisition d'un robot pour aider le personnel à servir les repas et confronté à un manque de main-d'œuvre. Le directeur général qui aimerait en acheter d'autres. Restez avec... Autrement dit, Cube Radio. Alexandre, le dimanche à ce temps-ci de l'année, c'est le dimanche NFL pour les amateurs de football. Et ce dimanche, c'est pas un joueur de football qui a volé la vedette, malgré qu'il y a eu des matchs spectaculaires, quasiment des records de points battus. C'est Taylor Swift, l'artiste la plus en vue de la planète, qui aurait avait une idée peut-être avec un joueur des Chiefs de Kansas City. Et là, on prend conscience de la folie Taylor Swift, de tout ce que ça a provoqué aujourd'hui. L'attraction autour de cet artiste-là, Mario, ça n'a pas de bon sens. Puis moi-même, je suis pas un fan de Taylor Swift, je suis un fan de football. Et on dirait soudainement que ça conjugue les deux mondes là, ensemble, d'un seul coup. Puis l'attrait de Taylor Swift, qui était d'ailleurs c'est le Arrowhead Stadium, le stade... Avec la mère Kelsey, qui est une vedette déjà dans la NFL, parce que ses 2 fils jouaient un contre l'autre au dernier Super Bowl. Exactement. Fait que maman Kelsey est déjà une vedette. Fait que là, t'as Taylor Swift assis avec maman Kelsey. Avec un chandail des Chiefs. Avec un chandail des Chiefs, les bras dans les airs quand il y a des beaux jeux. Oui, puis là, semble-t-il que ça se confirme que les deux ont une amourette, ou se fréquentent, ou se voient, peu importe comment on veut appeler ça. Mais c'est que ça crée, là, Mario, au-delà de l'espèce de bulle médiatique qu'il y a eu, puis c'est un peu la manière dont j'ai réagi, puis beaucoup, je pense, ont réagi. On dit, bon, c'est beaucoup de bruit pour rien, là, c'est correct, Taylor Swift est là, on s'en fout, hein. Mais... ça a un impact réel, non seulement mais sur l'audience, sur le DIMA de la partie en tant que telle. Là, on a battu des records au niveau de la participation féminine qui est venue regarder ces matchs-là, entre autres, entre un alors match que et le un match, autre. c'était une dégelée là, des Chiefs contre les Bears. Donc, c'est pas vraiment un match serré que tu regardes au bout de ta chaise jusqu'à la fin. Là. Pourtant, en comparaison au dernier match des Chiefs contre les Jaguars de Jacksonville, ben là, on a eu droit à une augmentation de 63% du visionnement chez les femmes de 18 à 49 ans. Et là, depuis ce temps-là... Après ça, c'est les chiffres personnels. C'est comme si Travis Kelce avait jamais existé. Or, c'est un joueur qui est dans la Ligue depuis plusieurs années. Il a gagné 2 Super Bowls. C'est déjà une super vedette. C'est 400% d'augmentation de vente de ses chandails puis de la marchandise avec le nom de Travis Kelce. Le podcast de Travis Kelce est rendu le numéro 1 sur Apple, toutes catégories confondues. Il a augmenté ses suivants sur Instagram de 383 000 personnes maintenant qui sont venues le suivre de plus qu'avant. Puis on comprend que c'était déjà une vedette. Mais là, ça non, augmente. c'est ça. C'est pas une recrue, là, c'est un joueur, une super vedette, champion de Super Bowl. Les recherches sur les Chiefs sur le web ont triplé. On a
triplé les ventes de matériel des Chiefs aussi sur StubHub. Et là, c'est la plus grande, là, cette journée-là, depuis ce temps-là. Ils ont vendu en une seule journée plus de billets des Chiefs que n'importe quand depuis le début de la saison. Ça démontre qu'il y a vraiment un impact économique là, au-delà de tout ça. Puis social. Non, mais Taylor Swift, il n'y a pas de limite. Là. C'est une machine de marketing impensable. Hey, merci, Alexandre. Cube Radio. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On a dit un petit peu plus tôt que les robots entrent de plus en plus dans nos vies. Il y a des craintes par rapport à l'intelligence artificielle, le développement effréné des humanoïdes. Mais dans bien des cas, ils peuvent nous rendre des services assez précieux. Je vous partage une tranche de vie, messieurs, dames. Cet été, au volant de ma voiture dotée de l'autopilote, je suis allée recharger dans un Saint-Hubert. Et dans le resto, j'ai failli entrer en collision avec un gentil robot serveur. Je me suis dit, bienvenue dans les temps modernes. Et vous savez qu'Amazon et Tesla développent des robots pour leurs entrepôts. Alors, Paul, une solution à la pénurie de main-d'œuvre? Absolument. Le reportage de Sébastien Dubois est assez amusant et c'est mignon. Tranche de vie pour tranche de vie. Ouais. Avant les fêtes, j'ai fait un reportage au CHUM à Montréal sur le directeur général qui quittait ses fonctions. Et puis au CHUM, vous savez, ils ont un petit robot qui est testé en ce moment là, à l'accueil, pour accueillir les gens. T'sais. On décide d'accueillir les gens à l'hôpital. Déjà là, c'est une bonne idée. Ouais. Mais bon, vraiment mignon. Et là, je regardais la fascination des gens. Puis c'est vraiment mignon là, comme créature. Petit problème, pendant le tournage, le robot est tombé en panne. Là, que voulez-vous, c'était pas arrangé avec le gars des vues. Mais évidemment, la technologie va évoluer. Mais je me dis une chose, bon, dans des cas comme, par exemple, servir des repas ou des tâches comme celle-là où la pénurie de main-d'œuvre fait mal, mais pourquoi pas? Puis l'important, c'est de servir les personnes âgées ou d'accueillir les gens à l'hôpital, pourquoi pas? Mais évidemment, il y a l'autre versant de la médaille qui est peut-être un peu plus épeurant, cependant. Oui, les humanoïdes, notamment, là, qui ont maintenant des quotients intellectuels de 155 à 5 de celui d'Einstein. Ou des lectrices de nouvelles robots, par exemple. Ou des analystes robots. Oui, voilà. Ça va être drôlement ennuyeux, ça. Un mot là-dessus, Emmanuel? Bien, moi, je pense qu'il y a deux classes d'intelligence artificielle, en vérité. Puis les robots qui permettent d'exécuter des tâches qui ne sont que des exécutants, ça va devenir essentiel. Et d'ailleurs, je pense que la fascination qu'on a pour ça maintenant, ici au Québec en particulier, illustre à quel point, cependant, le Québec est en retard en termes d'automatisation, de robotisation de ses entreprises. Il y a un gouffre, un retard en termes de productivité. Et c'est sûr que ces robots de plus en plus sophistiqués offrent une partie de la solution. Oui. Mario, j'aimerais t'entendre sur notre ministre de l'Éducation, écrivain, Jean-François Roberge. On vient de voir qu'il accouche d'un 4e livre, premier roman pour adultes, d'aventure, abordage et non pas de naufrage, heureusement. Il y a un ministre français qui est aussi écrivain. On lui a reproché de s'éparpiller. Comment tu vois ça? C'est bon de serrer les esprits? Ben attention, nous au Canada, on a eu un premier ministre, écrivain, là, Stephen Harper, pendant son mandat, avait consacré ses soirées, ses loisirs à monter un super livre là, sur le hockey, là, une espèce de Bible du hockey au Canada. C'était sa thèse de doctorat, d'ailleurs. Quand même, hein? Ah oui, mais dans le cas de Jean-François Roberge, c'est ça, il était à l'écriture déjà avant d'entrer en politique. En fait, c'est comme ça qu'il a été connu un peu. On l'invitait dans des émissions de télé sur le thème de l'éducation parce qu'il avait écrit un livre sur l'éducation. Il avait écrit des livres pour enfants aussi. Mais là, c'est son premier roman pour adultes. Je peux pas commenter le contenu, je n'ai pas vu. Mais moi, je trouve ça tout à fait sympathique. Je veux dire, tout le monde en politique a droit à des loisirs. On peut faire du sport, on peut faire de la randonnée, puis on peut écrire un livre. Là. Je pense pas que... La pêche. Oui, tout à fait. Tous les loisirs sont bienvenus, là. La contrepointe. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, bravo, M. Robert. J'ai hâte de vous lire. Et conclusion, un petit mot sur ce sondage léger là, sur les préoccupations des Québécois. Là, en tête de liste, on a vu l'enjeu le plus important. On n'est pas surpris, le coût de la vie à 34 %. Ensuite, le système de santé, 25 %. L'accès au logement, 14 %. Changement climatique, 9 %. Éducation, parlant de M. Roberge, 5 %. Lui, il ne trouvera pas ça drôle. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce sondage, messieurs, dames? Il n'y a pas grand-chose qui m'étonne, je vais vous dire. Ça vient confirmer, en vérité, que quand des enjeux financiers, comme le coût de la vie, prennent le dessus, les changements climatiques sont tassés. Il est arrivé la même chose en 2008. Sophie, il y a 7 millions de Canadiens qui ne réussissent pas à se nourrir adéquatement. Et 42 % d'entre eux sont dans une situation financière plus précaire qu'à la même date
l'an dernier. C'est viscéral pour beaucoup d'électeurs, cet enjeu-là. Ouais. C'est leur capacité de vivre leur vie, de nourrir leurs enfants. C'est ça, c'est de la survie, Paul. Mais ça rattrape. Là. La hausse des taux d'intérêt, ça rattrape à peu près tout le monde au pays maintenant. Et on peut dire de manière générale que ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les gouvernements en place, là, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont tenus responsables d'une situation sur laquelle ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Ouais. Dernier mot, Mario? Ouais. Mais c'est surtout la rapidité du mouvement. Nous, on surveille sur des années, la santé, un peu plus, un peu moins. Mais c'est toujours les mêmes thèmes qui sont là. L'environnement, un peu plus, un peu moins. C'est que le coût de la vie, c'était même pas dans les tableaux. Tu prends un sujet qui n'apparaît même pas dans les tableaux et qui, en l'espace de 2 ans, devient le numéro 1. C'est ça qui est sans précédent. C'est la rapidité avec laquelle ce problème de société est apparu. L'inflation a frappé durement les gens et est apparu tout à coup en sommet des priorités. Voilà. Et voyez, l'intelligence artificielle m'a précédé. C'est écrit en bas, les résultats demain dans le journal. Alors voilà. Merci à vous trois. On se retrouve demain. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.